les affiliés, les communautés et la fondation peuvent se partager et apprendre et discuter avec les autres. Et vous pouvez aussi demander par rapport à des sujets, si vous voulez apprendre sur un sujet en particulier, pour apprendre sur ce sujet-là, ou bien de commencer quelque chose sur un sujet. Jusqu'à maintenant, on a eu 3 affiliés qui ont présenté. Wikimedia Belgique a présenté la semaine dernière, Wikimedia UK présente cette semaine et la semaine prochaine, Wikimedia Israël présentera. Et on a déjà des affiliés pour 2023. Donc, s'il y a quelque chose que vous voulez partager, vous pouvez toujours organiser une clinique d'apprentissage dans le futur. Donc, si tu peux passer au prochain slide, Jessica. Donc, un des buts de Let's Connect est de créer un espace sûr qui est bien sûr crucial pour l'apprentissage. Donc, on veut juste parler des apprentissages et des accords qu'on va avoir. Donc, utilisez s'il vous plaît le pronom je pour parler de votre perspective et reconnaissez qu'il y aura d'autres points de vue différents qui sont valables. On vous demande aussi que vous soyez prudent quand vous partagez ces séances qui sont enregistrées et ça sera publié publiquement sur YouTube. Donc, faites attention que si vous parlez d'un sujet qui est sensible, et pensez à ce que c'est quelque chose qui sera public pour ne pas exposer des personnes qui ne veulent pas peut-être que ces informations soient partagées. N'interrompez pas les gens, ça peut créer un sens de privilège, un sens de pouvoir qui peut faire mal. Donc, attendez que les gens soient prêts et utilisez les outils disponibles pour demander de s'exprimer. Par exemple, levez votre main. Jessica aussi va partager un outil que vous pouvez utiliser comme outil. Et finalement, il n'y a pas de pression pour participer. Euh, Vous pouvez aussi juste écouter si vous voulez. Donc, il n'y a pas d'obligation de parler. Donc, si on va au prochain slide, Jessica. Donc, la session d'aujourd'hui, comme on a dit, sera sur Wikimedia UK. J'aurais dû commencer par me présenter. Je suis Marty Johnson et je suis responsable de subvention en Europe de l'Ouest et du Nord. Donc, je travaille avec Wikimedia UK et ils ont beaucoup parlé sur le leadership, diversité, équité et comment la diversité du contexte et la création d'espaces inclusifs et leur expérience est importante. Donc, je sais, ayant travaillé dans le mouvement Wikimedia pendant des années, qu'il y a beaucoup de conversations sur le besoin de ramener les principes de diversité, équité et inclusion dans nos espaces. Et les questions sur comment on fait cela, jusqu'à ce que j'ai senti et contente que Wikimedia UK nous a approchés. Et comme vous savez, ils ont gagné le prix Wikimedia de l'année pour les affiliés grâce à leur travail sur les DEI et le leadership des affiliés. Donc, on a pensé que ça serait bien de leur donner un espace pour qu'ils partagent avec nous, pour qu'on puisse apprendre d'eux. Juste une note sur Wikimedia UK. C'est un des affiliés les plus anciens et les plus grands qui a été créé en 2008, qui a 16 employés. Ils ont aussi 11 personnes dans leur conseil d'administration. C'est quelque chose qu'on discutera aujourd'hui. Ils ont beaucoup de programmes avec beaucoup d'institutions, grandes institutions, et ils sont bien sûr engagés dans les DEI. Donc, leur directrice exécutive, Lucie, parlera aujourd'hui. Lucie a travaillé dans le secteur volontaire et public culturel pendant 25 ans et a travaillé donc à marginalisé. Et elle a rejoint Wikimedia UK en tant que directrice exécutive en 2015. Il y a plus d'informations sur le slide si vous voulez en savoir plus sur Wikimedia UK ou Lucie. J'aimerais aussi dire que les slides ont les traductions en portugais, espagnol et français. Et j'aimerais vous montrer que vous dire que
ces traductions étaient faites automatiquement par un logiciel et que s'il y a un problème de la traduction, c'est pas Wikimedia UK, mais c'est plutôt la traduction automatique. Donc, la Fondation Wikimedia a une équipe DEI. Donc, vous voyez Selena qui nous salue, représente cette équipe aujourd'hui. Le but de cette équipe est de rendre le mouvement Wikimedia plus inclusif et de donner le soutien pour les affiliés et avoir un espace plus divers et plus inclusif. Donc, il co-organise la séance d'aujourd'hui. Moi, Selena, on se partagera les tâches et on posera des questions aujourd'hui. Et en fin de compte, il y aura une chance pour vous tous pour poser vos questions et vous engager et discuter. Donc, avec cela, on va directement passer à la conversation avec Lucie. Et donc, notre première question est, dis-nous sur ton approche. Merci, Marty. Juste pour répondre à cette question, parce qu'il fait froid, est-ce que vous entendez le bruit du chauffage? Dites-moi s'il y a un problème. Donc, merci beaucoup pour l'introduction et de m'avoir invité pour parler aujourd'hui. J'espère que ce que je dis est intéressant et j'espère qu'on pourra avoir des discussions utiles. Donc, la dernière fois, on était honoré de pouvoir parler sur cela, sur le travail qu'on a fait. Wikimedia UK ne dit pas qu'ils sont experts et de partager dans ce qu'on a fait et aussi des défis qu'on a. Donc, je voulais juste pratiquer et commencer cette conversation avec cela pour dire si on a un échange, pas seulement que je partage ce qu'on a fait, mais juste pour vous dire, Marty a bien mis dans le contexte, la diversité et l'équité étaient au cœur du travail de Wikimedia UK et ça a été axé sur les livrables des programmes. Donc, il y avait un sens pour la connaissance ouverte et pour accroître la représentativité des personnes marginalisées. C'est pour ça qu'on voulait avoir aussi un conseil d'administration beaucoup plus grand. Mais c'était en 2020 qu'on a commencé à voir cela d'une façon systématique. Et ça a été catalysé par deux choses. On a des cycles d'examination de nos politiques chaque 3 ans. On revoit nos politiques avec la communauté et le conseil. Donc, en 2020, on devait revoir et examiner la politique de diversité. Et aussi quelque chose de laquelle je me rappellerai, c'est après la mort de George Floyd aux États-Unis en 2020, on a eu un catalyseur pour savoir ou pour nous motiver que l'engagement est donc axé sur les activités externes. Et notre politique a dit qu'on ne va pas, bien sûr, aller contre la loi, mais il faut aller plus au loin de ça. Donc, je pense que on est entré dans une grande période de discussion, de délibération sur qu'est-ce qui marchait bien pour l'organisation en termes de DEI, quelles étaient les lacunes et quelle était notre ambition et l'ambition pour Wikimedia UK en termes de DEI. Donc, on a eu plusieurs discussions avec le conseil et les employés pendant l'automne 2020, notamment au niveau du budget. Et on a recruté un consultant externe qui est venu en 2021 pour faciliter ces conversations. Et un de mes points est que il faut parler de cela. Et c'est plutôt un processus que des documents. Les discussions qu'on a eues étaient cruciales
pour développer un langage partagé au niveau des DEI, surtout entre le conseil d'administration et les employés. Et on a donc identifié quelles sont les actions et les priorités et aussi les ambitions qu'on avait. On a eu bien sûr des défis et des problèmes qu'on devait résoudre et aussi d'autres qui existent encore. Donc, on a développé un cadre, un plan d'action. Donc, on a discuté les stratégies dans un contexte stratégique au niveau de Wikimedia UK. Et ça inclut des données sur les volontaires, sur les employés et aussi nos priorités. Donc, on a parlé avec les partenaires, le conseil d'administration, les employés, la communauté pour parler de gouvernance et de leadership. Et donc, pour pouvoir positionner ce travail du chapitre dans un contexte spécifique du passé colonial du Royaume-Uni et aussi que c'est un chapitre de connaissances. On va parler plus de cela après, mais on a organisé cela en termes de beaucoup de choses. On a la culture, le pouvoir de représentation, la politique et les processus, la collaboration et l'apprentissage. Donc, je vais laisser ça aussi pour la question parce que je pense que tu en as d'autres aussi, Marty. Tu es en mute, Marty. Oui, désolé, j'ai coupé mon microphone et j'ai oublié. J'ai 1 million de questions de suivi, mais on peut laisser le temps après pour la discussion. Donc, je passe la parole à Selena. Merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé, Lucie. Tout le travail que vous faites maintenant est important. Merci, par exemple, pour la reconnaissance sur le colonialisme et comment, à travers le monde, les personnes travaillent sur la pratique de réorganiser leur organisation comme on est dans le monde, etc. Je pense que c'est vraiment important à mettre en lumière. Merci de reconnaître cela. Donc, dans le cadre de continuer à parler comment Wikimedia UK travaille pour avoir une organisation plus diverse, plus équitable, je voulais poser une question de suivi, mais je vais revenir à mon programme. Mais tu peux bien sûr poser la question. Oui, on fera cela, on fera cela. On veut parler un peu sur comment vous avez réfléchi et pris des décisions sur ce que la représentation diversifiée à Wikimedia UK voudrait dire. La première chose que j'aimerais dire est que on n'a pas vraiment posé des buts. Ça peut aider dans certains contextes, mais je pense que ça peut créer une tokenisation, ce qu'on ne voulait pas vraiment avoir. Donc, dans notre premier pitching en 2020, en parlant avec les employés, on a commencé à penser à la démographie au Royaume-Uni pour voir quelles sont les lacunes. Et les données qu'on a eues de cette enquête en août 2020 sont intéressantes. En voyant le conseil et les employés, 11% ont identifié qu'ils avaient une maladie chronique ou un handicap, ce qui est comparable à 18% des habitants du Royaume-Uni. 22% s'identifiaient comme noirs ou personnes de couleur, ce qui est comparable aux 13% de la population. Mais un tiers du conseil venait de minorités et ça a changé maintenant. En ce moment, un tiers du conseil et des employés s'identifient comme LGBT+. J'étais surprise en fait. C'est seulement 2,2% de la population du Royaume-Uni. Donc, chez nous, c'est plus haut. Donc, à ce point, je dois dire, euh, on a eu une grande représentation au niveau des femmes dans le conseil. Et notre présidente et celle avant étaient toutes les deux des femmes. Le tiers était des mâles et le tiers était des femmes. Donc, le tiers des hommes et le tiers des femmes.
et pour les managers étaient des femmes et continuent à l'être. Donc, c'est un point de départ intéressant. Et en ce moment, on a mis une priorité d'avoir une action positive en se mettant comme focus les personnes de couleur. Et bien sûr, on a eu beaucoup donc des discussions aussi avec les employés. Je dirais qu'on a mis des buts et l'idée est que la Fondation Wikimedia, qui a eu une enquête sur la communauté et qui parlait des rédacteurs noirs et asiatiques qui n'étaient pas bien représentés au Royaume-Uni et aux États-Unis. Pardon? J'aimerais vous interrompre pour vous dire si vous pouvez parler un tout petit peu plus lentement pour la traduction. Oui, merci de l'avoir dit, je suis désolé. Non, je parle aussi rapidement, je comprends. Merci. Donc, j'ai pris ce commentaire et donc pour notre travail programmatique, même si on n'a pas mis des buts et qu'on a regardé notre démographie en comparaison avec la moyenne au Royaume-Uni, on a eu donc ce focus spécifique sur les rédacteurs noirs et asiatiques. Je pense aussi à la représentation noire et asiatique en général. Donc, pour partager avec vous les données, on a maintenant 50% de notre conseil d'administration qui s'identifie comme noir ou personne de couleur ou minorité. 30% s'identifient comme LGBT+, 30% s'identifient avoir une maladie chronique ou un handicap. Donc, avec toutes les caractéristiques qu'on a dans le Royaume-Uni, Wikimedia UK et son conseil d'administration a ce qu'on peut considérer une bonne représentation. Et l'équipe d'employés devient de plus en plus représentative aussi. Mais on a encore 2 tiers de femmes et 1 tiers d'hommes. On a eu une conversation assez amusante quand on a regardé ces informations pour voir s'il y avait des lacunes. Et on a noté qu'il y avait beaucoup plus de femmes au niveau du leadership. Mais dans le contexte sur lequel on travaille à Wikimedia, je pense que c'est intéressant, pas nécessairement une mauvaise chose. Mais pour revenir à la question de la représentation, comment on pense à la représentation, je, je pense qu'on est tous au courant et qu'on sait que la diversité, c'est juste une partie de l'équation. Et peut-être que plus important est les personnes que vous ramenez autour de la table. Peut-être que si c'est une vraie table ou une virtuelle, doivent se sentir, de- doivent faire partie et qu'ils se sentent la bienvenue et qu'ils ont un objectif commun. Il faut reconnaître les différentes perspectives et tout le monde doit sentir le sens de l'organisation et que l'organisation veut aider les personnes à donc aller au-delà de ces barrières de participation. Donc, les DEI sont tellement importants, tellement importants. Et vous pouvez dire que vous avez une organisation diversifiée, mais si la pratique de l'organisation ou les pratiques n'ont pas de respect de collaboration et de l'inclusivité, je pense que ça peut même être contre-productif. Merci beaucoup pour cela. Marty, est-ce que tu as des questions de suivi sur cela ou on doit aller à la prochaine question? Est-ce qu'on doit aller, on doit parcourir toutes les questions? C'est comme vous voulez. Les prochaines questions seront sur les approches. Donc, Lucie, tu as pris en considération la culture inclusive. On aimerait savoir comment cela se traduit en sens d'appartenance.
aussi, comment on construit sur cette appartenance? Premièrement, je pense que la culture organisationnelle doit être définie. Elle est difficile à être définie. Et à partir de mon expérience, il est difficile de changer cela. Donc, je pense ou je sens que j'ai de la chance parce qu'avant qu'on commence ce processus de développement de cadres et de plans d'action pour le DEI, on avait à Wikimedia UK une culture de soutien et inclusive. Et ce n'est pas moi qui dis ça, mais aussi il y a le fait que le consultant externe qu'on a ramené a eu des enquêtes privées et anonymes avec les employés. Ils étaient très positifs par rapport à la culture organisationnelle. On avait des commentaires très positifs. Et c'est quelque chose que peut-être on a mis à côté, mais qui était important. Et les personnes euh, voyaient donc beaucoup de défis généraux de Wikimedia, mais c'est une autre conversation. Je pense que c'est important de tenir ça en compte. J'ai aussi mentionné que notre plan d'action, que l'une des 6 points était la culture et l'appartenance, et on a identifié des actions internes et externes, surtout sur le conseil et les employés. Je vais partager des choses avec vous, mais un de ces points était les valeurs organisationnelles qui pouvaient nous aider pour arriver à des organisations respectant les 2I. On a développé cela collectivement et en collaboration avec tout le monde. Je pense que c'était en ligne avec nos propositions et ça va être incorporé dans notre évaluation du conseil pour l'année prochaine. Je pense que c'est important que si on pense un peu de temps pour définir nos valeurs, qu'on va aussi trouver des façons pour incorporer les réflexions sur comment ces personnes expérimentent ces valeurs et les vivent. Et c'est quelque chose. Donc, on doit avoir aussi une enquête annuelle pour les employés. Donc, on a introduit cela. On a eu la première enquête cette année. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qu'on a fait, donc j'oublie des fois. Mais juste pour revenir à d'autres choses qu'on a fait, on essaie de suivre le travail hybride après la pandémie, que je suis sûr que beaucoup de personnes dans cet appel Zoom me comprennent. Mais on suit comment le travail hybride impacte la diversité des employés, surtout au niveau des handicaps et du contexte socio-économique des personnes. Donc, c'était intéressant de voir euh, combien les personnes mettent en valeur le travail hybride. Et ça vient aussi de mon contexte comme une personne handicapée. Et c'est bien de passer à des conclusions, mais pas seulement comme une expérience personnelle, mais aussi pour les autres personnes. Et à peu près la moitié des employés ont mentionné la flexibilité et qu'ils pouvaient donc, bien sûr, prendre soin de leur santé avec ce travail flexible. Il y a bien sûr des choses qu'on doit encore faire au niveau de la culture. Et une de ces choses intéressantes sur lesquelles le consultant nous a ouvert l'œil est comment. Donc, elle a dit que la culture était inclusive, mais comment on codifie cela dans nos politiques et nos processus pour que ça ne soit pas fait pour les personnes qui ont créé cette culture? Et c'est quelque chose qui continue avec donc le travail de toutes les personnes. Et comment tu penses que vous pouvez donc conduire ces valeurs en se basant sur ce que la consultante vous a dit? Comment vous créez ces politiques? Est-ce que tu peux élaborer un peu plus sur ça? Oui, bien sûr, il y a une grande partie de travail. Juste,
J'ai parlé de beaucoup de choses à cause des contraintes temporelles, mais j'ai examiné, quand j'ai rejoint Wikimedia UK, j'ai examiné toutes les politiques, j'ai vu les meilleures pratiques, les législations. Mais maintenant, ce que je veux faire, c'est de voir plus particulièrement à travers les DEI. Je l'ai fait pour quelques politiques, spécialement sur le recrutement, mais pas pour tous les points. Donc, c'est une action pour moi en travaillant avec d'autres personnes pour voir nos politiques et essayer d'identifier s'il y a des domaines pour savoir où on peut s'améliorer pour les DEI. Il y a beaucoup de choses qu'on a implémentées et on a eu des progrès. Et on a aussi, bien sûr, par exemple, si on parle du Royaume-Uni, il y a un accord sur les handicaps qu'on a signé. On a recruté des personnes aveugles. On a beaucoup de pratiques pour envoyer les questions d'entretien en avance, comme ça, pour que les personnes soient en confiance. Donc, on a mis beaucoup de choses en place, mais il y a encore plus de choses à faire en termes de politique. Et aussi, la consultante nous a suggéré d'avoir une déclaration culturelle et de mettre tous ces aspects sur les valeurs, sur les politiques, dans un document où il y a écrit clairement, comme j'ai dit, pour codifier des choses que l'on fait déjà, mais que je suis confiante qu'on fait et que ça nous aidera d'écrire cela. Il y a de nouvelles choses qui viennent, les nouveaux employés, nouveaux conseils. Comment ces personnes-là, ces employés, caractérisent, comment ils caractérisent la continuité? Est-ce que vous avez, quels sont les commentaires que vous avez reçus du conseil d'administration UK ou de vos employés par rapport au changement? Est-ce que c'est positif, négatif? C'était vraiment incroyablement positif. Au niveau des employés, les commentaires étaient positifs. Les employés sont vraiment engagés pour travailler dans une organisation qui vit avec ses valeurs. Et on ne sait pas toujours quelle est la meilleure chose à faire. Donc, il y a bien sûr une attitude positive avec le conseil d'administration, mais comme conseil, il ne travaille pas au jour le jour avec l'équité des connaissances. Et donc, notre famille de Wikimedia en résidence, c'était quelque chose qui était central pour ce travail pendant 7 ans. Donc, si on pense à l'organisation en général et pour les implications, c'était le même niveau d'engagement des membres du conseil, mais peut-être pas le même niveau de familiarité avec ces concepts auxquels nous, on est familiers. J'espère que ça a un sens, mais juste par exemple, pour les microgrants, il y a des personnes qui ne savent pas ce que ça veut dire, alors que les employés connaissent plus ce travail. Je pense que c'est pour soi, c'est important d'avoir cette conversation et de ramener les personnes avec vous et aussi à travailler avec des personnes qui n'ont pas eu beaucoup de conversations comme celle-là, juste pour donc aider ces personnes à être en confiance pour poser ces questions. Donc, on a introduit pour répondre directement sur le feedback. Comme j'ai dit avant, on a eu une enquête spécifiquement sur comment les employés voient la culture et les valeurs et on a introduit des questions sur cela et sur les leaders de la communauté. Et un bon signe est que, en général, on a une présence de 100%, un taux de réponse de 100% pour
les enquêtes. Et donc, vous voyez le sens d'appartenance des employés. Donc, toutes les personnes qui travaillent avec nous au moment où on a m- envoyé l'enquête, tout le monde a répondu. Et on a vraiment eu de très bons commentaires. Ce n'était pas sur le processus, mais sur comment les personnes sentent, disons, au niveau de leur vie, tout ce qui est égalité et diversité. Et tous les employés ont pensé que l'équipe senior suivait, bien sûr, les valeurs dont on a parlé, les DEI, et tous les employés étaient confiants que s'ils envoyaient ou un rapport, par exemple, ou avaient un problème au niveau de discrimination, ils étaient confiants que Wikimedia UK prendrait cela sérieusement. Et ça, c'est important. Et aussi, la réponse était positive, très positive. Il y avait des choses intéressantes. Par exemple, je ne m'attendais pas à ça. J'étais un peu surprise. 3 personnes euh, disaient que partiellement que toutes les personnes se respectaient, alors que les 10 autres disaient qu'ils se respectaient totalement. Donc, même si c'est que 3 personnes, c'est important de savoir, bien sûr, pourquoi et faire des formations. Et il y avait aussi beaucoup de réponses pour ces enquêtes, des paragraphes qui étaient intéressants. Par exemple, il y a eu quelqu'un qui a dit, j'ai toujours été traité avec respect. Je pense que si je rapporte un problème, ça sera notifié très, très sérieusement. Et bien sûr, Wikimedia UK travaille bien avec tout ce qu'on a donc rapporté. Donc, je pense qu'une des choses qui est importante pour moi, c'est que s'il y a quelque chose ou des conclusions à avoir de quelques groupes, je vous ai juste donné un exemple ou un échantillon, mais les employés avec des caractéristiques privées ou protégées rapportaient plus de feedback positif en comparaison avec leurs collègues qui peut-être n'avaient pas de caractéristiques protégées. Donc, je voulais juste parler de quelque chose. C'est important d'avoir la confiance dans le processus, l'avoir, bien sûr, confiance qu'on peut faire des erreurs et qu'on apprend ensemble. Comment vous parlez sur les... Pardon, c'est mon chien. Bienvenue. Comment quelques parties comme euh, le harcèlement ou tout ce qui est en relation avec l'identité des personnes, il y a beaucoup d'organisations, surtout des organisations activistes ou des organisations de droits de l'homme, travaillent pour avoir plus de pratiques de protection. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis en anglais. Comment celles-là sont liées à vos valeurs? Et est-ce qu'on vit au même niveau que les valeurs qu'on essaie de créer ici ensemble? Je pense aussi pour terminer mon intervention, juste un peu sur, avec ces pratiques et processus, on parle beaucoup des privilèges qu'on a, spécifiquement les espaces de leadership. Et la partie intéressante est comment tu mets ça sur une partie pédagogique en disant, c'est OK pour les personnes qui n'ont pas eu ces conversations ou un endroit pour apprendre plus sur cela. Je pense que cette approche, même si on a un feedback productif ou négatif, tout le monde est la bienvenue pour discuter et savoir comment on peut apprendre ensemble et travailler ensemble. Et je voulais te remercier parce que pour moi, c'est une manière formidable d'approcher
ses expériences personnelles et ses contextes et façons de vivre. Oui, j'apprécie cela. Juste pour répondre à deux choses. On a pu avoir la protection comme une valeur. Je ne sais pas pourquoi on l'a pas mise. En particulier en 2020, entre peut-être, je pense qu'on l'appelle Femetech, c'est les femmes qui travaillent avec les technologies. Il y avait beaucoup de discussions sur la protection et surtout au niveau de la protection de la pandémie où les personnes devaient prendre soin d'eux-mêmes. C'était des temps difficiles et ces pratiques collectives peuvent être vraiment, peuvent donner beaucoup d'aspects de leadership. Et j'avais beaucoup de chance parce que quand le processus le plus difficile marchait, j'étais avec le conseil d'administration, j'ai parlé avec eux en ce moment, et nous ont beaucoup parlé d'empathie. Et ils ont senti que c'était un processus important. Autre chose, c'est de laisser les personnes poser des questions stupides. Il n'y a pas de problème. Je pense à il y a 20 ans, j'étais avec le conseil des réfugiés, j'étais la coordinatrice nationale de la campagne au Royaume-Uni qui s'appelle Semaine des réfugiés. J'avais beaucoup de conversations avec des personnes qui venaient d'organisations qui travaillent avec les réfugiés eux-mêmes. J'ai discuté beaucoup avec eux et je pense que je dis beaucoup de choses stupides sûrement en ce moment et je vois l'empathie et la compréhension avec laquelle ces personnes me traitaient. Et, et j'ai eu beaucoup de conversations intéressantes sur ces sujets et juste parce que je peux, disons, si je parle à toi, Saleh, ou quelqu'un qui travaille dans ce domaine, pas tout le monde n'a cette main, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne ramèneront pas, bien sûr, une valeur ajoutée au processus. Et j'essaie de ne pas regarder le chat parce que je suis sûr que c'est intéressant, mais j'essaie juste de rester concentré maintenant. Mais je pense que Owen a mentionné quelque chose de très important. Et c'est la même chose aussi pour notre compréhension personnelle. La façon avec laquelle on travaille dans l'équipe, par exemple, dans la décolonisation, c'est plus sophistiqué que ce dont on parlait il y a un an. Et l'année prochaine, ça sera encore plus sophistiqué parce que, bien sûr, tout est dynamique au niveau de ces problématiques. Merci pour ce suivi. Donc, toutes les questions que Saleh a posées pour explorer comment tu pensais à la représentation. Donc, la prochaine question, essaie d'élargir les autres principes parce on a parlé de protection, empathie. Mais si tu penses aux affiliés qui essaient de diversifier leur leadership, quels sont les principes que tu penses sont les plus importants? Et juste pour répondre à un commentaire qui vient d'être partagé, donc tu disais que votre consultante a dit que vous devez penser aux politiques qui sont mises en place pour guider l'organisation pour que ça soit plus stable que les personnes qui sont là. Et ça m'a poussé à penser sur un de mes professeurs de communication. Elle dira que une façon de vous demander pour inclure les valeurs de DUI et prétendre que la structure soit prise par des auteurs qui sont hostiles, qui ne veulent pas suivre ces valeurs. Et donc, on prétend cela et on essaie de les convaincre pour qu'ils travaillent avec ces valeurs et voir comment vous pouvez défendre ces valeurs. Et tu as dit que tu pensais à cela. Et dans cet esprit, pourrais-tu nous dire quels sont les principes qui seront importants pour les affiliés qui veulent diversifier leur leadership? Merci. Maintenant, actuellement, on a bien sûr des principes qui sont écrits, mais comme partie de ces principes,
Il y a l'importance de codifier les choses que vous faites. Donc, si par exemple, comme un acteur hostile, qu'est-ce qu'il pourrait faire pour être contre ce qu'on ferait? C'est un bon défi, c'est une bonne idée à penser. Pour revenir à ces principes, on travaille ensemble pour définir nos principes à Wikimedia UK et on l'a écrit comme partie de notre cadre. Et je pense que c'est pas moi qui dois définir et dire quels sont les principes importants, mais je pense que ça dépend beaucoup de votre contexte et de votre équipe et de votre conseil d'administration pour définir pour vous-même. Mais je peux dire que je peux vous donner nos principes dans notre contexte. Le premier est que Wikimedia UK veut inclure le maximum de personnes des communautés sous-représentées. Mais je vais être franche avec vous, je pense que c'était le principe le plus discuté et quand on l'a écrit la première fois, ça disait Wikimedia UK aspire à être dirigé par les communautés sous-représentées, mais c'est une différence de dire géré par et aussi ce qu'on a dit après sera conçu par. Donc, c'est une grande différence. Donc, c'est ce qu'on a écrit maintenant, c'est de cette conception et pas qu'on soit notamment dirigé. Mais on a un engagement ferme sur ce principe que notre travail sera conçu par les communautés avec lesquelles on travaillera. Et notre second principe est que le fait qu'on fasse partie d'un mouvement global, ce que j'espère, euh, donc d'être euh, modeste quand on fait ce travail et aussi de délivrer notre travail et d'avoir les meilleures pratiques autour de tout le mouvement. Un autre principe qu'on a est notre travail programmatique qui essaiera donc d'impliquer les communautés sous-représentées comme créateurs et pas seulement comme participants. Je pense que c'est un processus itératif pour explorer des façons et des approches de co-création pour créer ensemble. Et bien sûr, l'équipe de programme font beaucoup de travail sur ce point-là dans leur pratique. On a un principe que ce qu'on délivrera doit être basé sur des faits, mais des fois, on peut ne pas avoir de données sur les communautés marginalisées. Je pense que c'est important que des fois, instinctivement, on sait que un groupe de personnes ou une communauté ont été marginalisées et ne sont pas bien représentés sur Wikimedia, même si on n'a pas les données qui prouvent cela. Aussi, on a ce principe sur arriver à des buts tangibles, être transparent sur nos approches, partager nos données, nos priorités, nos apprentissages, nos défis. Et cette séance-là fait partie de nos buts et de notre engagement. Parce que ce n'est pas seulement qu'on fait un travail, mais aussi on partage, on réfléchit, et c'est un peu les grandes lignes. C'était une longue liste, mais c'est les principes qui sont importants pour nous, et j'inviterai et encouragerai les personnes qui pensent à ce travail à passer un peu de temps pour y penser aussi dans leur contexte. Merci beaucoup. C'était très intéressant. On a juste une dernière question. Je pense que je vais la poser et après on ouvrira la discussion à tout le monde, à tous ceux qui sont dans cet appel qui ont peut-être aussi des questions. Mais notre dernière question préparée est comment les affiliés ou les chapitres, les groupes d'utilisateurs et les volontaires individuels peuvent être impliqués pour améliorer la diversité dans le contexte Wikimedia. C'est une question très, très large.
Mais c'est juste tu as des idées. Oui, oui, oui. C'est une grande question. La première chose que je dois dire est qu'il y a beaucoup d'individus et d'affiliés et d'autres organisations dans le mouvement font déjà ce travail. Et pour quelques organisations, c'est leur raison d'être. AFRMisme, AfroCrowd, Black Lunch Table, ces organisations ont été explicites sur le fait qu'ils travaillent sur la diversification du contenu de la communauté et j'ai un grand respect pour le travail de ces organisations et ce qu'ils font. Vous savez, j'ai cette phrase, je pense que vous l'avez aussi entendue, ne laissez pas le but devenir l'ennemi du bien. Et je dis ça parce que des fois, il est facile de penser plus qu'il fallait. Et je pense que Marty, tu l'as dit au début, c'est des choses qui sont sensibles. Si on parle de sous-représentation, on pense à des personnes qui ont été oubliées par le système de privilèges. Et on ne parle pas beaucoup de l'identité de ces personnes et qui peut venir avec beaucoup de douleur. Et à cause de cela, on doit, en faisant attention, trouver des façons qu'on ne va pas donc déranger ces personnes et que ce sera un travail utile. Mais tout ça peut être une barrière sur des choses qu'on fait. Moi, je dis, si vous êtes un éditeur et que vous voulez rendre Wikimedia la meilleure chose qu'elle pourra être, je pense que la meilleure chose qui pourra être est d'essayer de travailler sur le manque de représentation. Vous pouvez voir des langues d'autres que l'anglais, où vous voulez écrire plus sur les femmes, où vous voyez une grande sous-représentation des chercheurs noirs aux États-Unis. Le sujet n'est pas important, mais comme éditeur, essayez d'identifier ce qui vous tient à cœur. Je pense que comme affilié, je ne suis pas sûr s'il y a des affiliés qui n'ont pas pensé avec ça. Ce que je pense, c'est que probablement on pourra s'améliorer à cela. Cette séance fait partie de ce travail. Pour donc rejoindre ce travail-là, comprendre ce qu'on fait, comment on peut amplifier le travail et nous soutenir mutuellement dans ces domaines que donc certains de ces affiliés font un travail fantastique. Je pense que la fertilisation des idées est quelque chose où on pourra s'améliorer en tant que mouvement et spécialement dans ce domaine-là. Mais sinon, en termes de ce que les personnes peuvent faire, je pense que il faut penser à créer une stratégie, des programmes, mais aussi commencer, faire quelque chose. Commencer par faire quelque chose. Je ne sais pas si ça vous a aidé. Oui, oui, bien sûr, j'aime cette réponse. J'aime cette idée de ne pas laisser le parfait être l'ennemi du bien. Et comme tu as dit avant, à un moment, on verra ce qu'on a fait et on sera fier. Merci beaucoup pour toutes ces réponses et pour ceux qui sont en train d'écouter. On a déjà préparé les questions en avance en collaboration avec Lucie pour qu'on couvre les choses qu'elle voulait partager avec nous. Maintenant, on va ouvrir l'espace en freestyle pour improviser le dialogue. Je sais qu'il y avait des questions sur le Jamboard que Jessica a partagé. Peut-être qu'il y a des personnes qui peuvent déjà ouvrir leur microphone et commencer la discussion sur ce sujet. S'il y a quelque chose que vous voulez ajouter avant qu'on commence. Oui, Jessica. Oui, il y a tellement de choses sur ce tableau de Jamboard. J'aimerais, si une personne a une question, j'aimerais que cette personne lève la main et ramener leur expérience, leurs défis. On va aussi, comme Lucie a dit, chacun a son propre contexte et on apprend mutuellement dans cette séance.
Donc, veuillez juste lever votre main et on commencera à catégoriser les personnes qui voudront parler. S'il y aura un silence, je pourrai donc lire. Mais on a déjà une main. Marty, est-ce que tu veux modérer la séance? Oui, non, Jessica, tu peux le faire. Tu peux le faire directement, Jessica. Excellent. Oui, Constant. Juste avant que tu poses la question, pour ceux qui veulent écouter Constant en anglais, il faut que vous ayez à la chaîne en anglais pour pouvoir écouter la traduction parce que Constant va parler en français. Vas-y, Constant. Désolé pour les personnes YouTube qui ne peuvent pas écouter la traduction. C'est à toi, Constant. Bonjour à tous, vous m'entendez? Ok, très bien. Donc, merci beaucoup. Et c'est une rencontre que j'apprécie beaucoup parce que ça permet de donner une gage d'orientation ou bien une vision pour qu'on puisse mieux approfondir tout ce que nous sommes en train d'accomplir. Je suis d'accord pour l'idée de gouvernance, mais est-ce que la communauté pense à la gouvernance des affiliés dans certains pays, en ce sens que, en termes de gouvernance, il y a certains pays où le problème de leader, où nous constatons aussi assez de problèmes de leadership, où ceux qui sont en tête depuis des années restent toujours à la tête. Dans, dans cette structure, est-ce que d'une manière ou d'une autre, la communauté réfléchit à voir comment inviter quand même ces communautés-là à partager quand même le pouvoir pour que le reste quand même des participants ou bien des participants qui sont hostiles à cette forme de gouvernance-là puissent mieux se retrouver au sein de la communauté. C'est une question. Merci. I think I missed the start of that. I hadn't realized I needed to press the English button. I'm so sorry. J'ai raté le début malheureusement parce que j'ai écouté en français. J'espère que j'ai raté la traduction. Mais si un des facilitateurs peut me résumer la question, j'apprécierais. Je suis désolé. Oui, je vais essayer, Lucie. Et Marty aussi peuvent m'aider. Ce que j'ai compris, c'est qu'il y a beaucoup de contextes. Il y a des problèmes de leadership, des personnes qui ont été pendant plusieurs années et qui résistent au changement, qui concentrent le pouvoir. Donc, quelles sont les pratiques pour rendre ces personnes plus conscientes et aussi les personnes qui sont dans la communauté qui résistent à ce pouvoir pour pouvoir s'engager dans ce dialogue, si j'ai bien compris, Constant. OK. Premièrement, donc, on doit avoir des politiques en place. Par exemple, on a un conseil d'administration UK où les personnes ne peuvent pas rester plus que 6 ans. 6 ans, ça peut paraître long, mais il n'y a personne qui m'a nommé pour être dans le conseil. Donc, ça aide à nous assurer qu'on a des personnes qui ne vont pas rester dans ces positions de pouvoir et d'autorité pour toujours. Je pense que Wikimedia UK est un peu différente parce qu'on a un conseil d'administration et on a peu de représentation de la communauté des rédacteurs, des éditeurs. Il y a bien sûr des avantages et des inconvénients. Il y a beaucoup de raisons pourquoi on est dans cette situation. Donc, par exemple, en ce moment, on a 11 personnes dans le conseil d'administration. 7 sont élus par la communauté et 4 sont nommés pour leurs différentes compétences et expériences. Mais les 7 personnes qui ont été élues par la communauté,
juste la moitié sont des rédacteurs. Et les membres de Wikimedia UK reçoivent et acceptent les personnes qui veulent rejoindre le conseil d'administration et qui ramènent des compétences et des expériences en perspective. Être membre ne veut pas dire qu'on est des éditeurs. Quand on choisit les personnes dans le conseil d'administration de Wikimedia UK. Donc, la dynamique chez nous est un peu différente à d'autres affiliés. En termes de résistance à la communauté, je pense que ça peut être vrai de dire qu'il y a peut-être il y a des contributeurs Royaume-Uni ou anglais qui ne sont pas contents avec la stratégie de Wikimedia UK, mais aussi on est une organisation qui est petite. On est grand au sein du mouvement, mais on est une petite organisation en termes de temps, d'énergie, de ressources qu'on peut investir et on a un engagement explicite pour diversifier notre communauté, travailler avec des personnes qui historiquement n'ont pas été engagées comme contributeurs et c'est là où notre concentration était. Donc, on veut que le chapitre soit inclusif et ouvert à tout le monde. Ce que ça veut dire est que on ne priorise pas les contributeurs qui sont restés pour longtemps et on n'a pas une hiérarchie dans la manière de travail de notre communauté. Et je pense que ça nous a aidés. Il y a bien sûr aussi des points négatifs à cela, mais ça nous a aidés à donc livrer le travail qu'on voulait livrer et faire ce qu'on voulait faire. Et pour les premiers 5 ou 6 ans, la moitié de nos chefs étaient des femmes et ça ne reflète pas la dynamique des contributeurs, en fait. Mais c'est ce qu'on veut avoir, c'est ce qu'on veut faire. On a pu faire cela et avoir cet espace pour une nouvelle voix en reconnaissant que c'est là où on mettra notre énergie. J'espère que ça a répondu à la question. Merci, Lucie. Juste un suivi pour ce que Constant a écrit sur le chat et que des fois, dans d'autres contextes, les affiliés concentrent le pouvoir et il n'y aura pas un espace pour les nouveaux arrivants. C'est juste pour mettre ce contexte que Constant a mis sur le chat. OK, j'ai vu la main d'Edward. Est-ce que tu veux parler, Edward? En attendant, Edward, si quelqu'un veut parler, vous pouvez toujours lever votre main ou écrire sur le chat. Okay, so maybe, yes? I was just going to Oui. emphasize that it doesn't Je voulais juste ajouter que ça ne doit pas nécessairement être une question, ça peut être une discussion. Vous pouvez partager vos idées. Donc, on veut bien sûr avoir des discussions informelles aussi. Je vois une main. Parfait. Je veux juste poser une des questions que j'ai mis sur la retroboard. Donc, je vais juste parler de ce que j'ai déjà écrit sur le chat. Donc, juste pour tenir en considération ce que Lucie disait, de ne pas prioriser les éditeurs de long terme. Je suis un éditeur qui a rédigé pour presque 19 ans Wikipédia. Je reconnais que c'est une bonne chose
il y a beaucoup d'espace dans le mouvement pour prioriser les éditeurs et que ce n'est pas une bonne chose. Je reconnais qu'on ne doit pas faire cela partout. Ça a des bénéfices, mais aussi des inconvénients. La question, merci, c'est ma femme qui a fait ce t-shirt pour moi. La question que je voulais poser est, est-ce que vous avez vu une résistance du mouvement, au sein du mouvement, contre vos efforts de la diversité dans votre affilié Wikimedia UK? Et est-ce que vous avez vu des manières pour répondre ou résoudre ces problèmes et qui ont réussi? Je dois être franche et dire que on a pas pas au niveau du conseil, mais dans l'interaction avec la fondation, les autres affiliés, c'était assez positif. Mais on a eu de la résistance. Oui, je ne veux pas parler des détails, pour être honnête, parce que c'est enregistré et ce sera public. Mais je peux donner un exemple qui est, j'ai parlé plutôt dans notre cadre de DEI sur les communautés sous-représentées. Je pense qu'on a eu des personnes qui ont commencé à s'alarmer et c'était important d'être clair qu'on ne parle pas de discrimination positive, qu'on travaille au niveau de la loi du Royaume-Uni, la loi de 2010 avec laquelle je suis très familière. Donc, il faut assurer les personnes et les rassurer. C'est quelque chose de légal aussi, mais aussi parler du bénéfice pour les communautés, pour le mouvement, pour les projets, parce qu'en fin de compte, si vous voyez la théorie du changement, notre théorie du changement est sur l'utilisateur final, la personne qui lit Wikipédia ou la personne qui voit les projets, qui navigue dans notre monde complexe et notre milieu ou système complexe de connaissances et comprendre ce qui s'y passe. Et donc, pour pouvoir faire cela, on doit nous assurer que Wikipédia est la somme de toutes les connaissances, pas seulement la somme des hommes blancs venant de l'hémisphère nord. Et donc, tout ce qu'on fait est au service de cette vision de Wikipédia pour que tout le monde puisse accéder à la somme de toutes les connaissances humaines. Donc, en prenant ça en considération, ça aide les personnes à comprendre que ce qu'on fait, ce n'est pas en conflit avec la vision de Wikipédia, c'est plutôt le contraire, et que pour nous, c'est la manière avec laquelle on doit faire cela. Mais bien sûr, il y a d'autres approches. Il y a peut-être d'autres approches aussi. Mais voilà, en résumé, on a eu de la résistance. Je ne veux pas donner des détails, mais il faut être clair sur nos priorités, pourquoi on les a fait, quels sont les résultats, et c'était essentiel. Merci. Oui, je vois qu'il y a beaucoup de choses sur le chat, mais j'ai 3 chats, mais je ne les ai pas laissés rentrer à la réunion. Oui, j'ai vu les chats, moi aussi. Je voulais juste, désolé, je voulais juste dire à ce que Lucie a dit, et ce que Owen demandait, que la résistance sur les efforts des DEI, spécifiquement au niveau des communautés open source, c'est quelque chose qui est constamment là-bas, qui est toujours présente. Je fais partie de OpenStreetMap communauté et d'autres communautés open source, et c'est quelque chose qu'on voit chaque jour. Je suis féministe et activiste,
Et c'est la raison pourquoi on doit avoir des groupes spécifiques. Par exemple, on a un groupe pour les femmes et les trans dans la communauté pour qu'on puisse se sentir sûr dans notre environnement et se répliquer dans les autres communautés aussi. Vous voyez Jungle Girls, on a Our Ladies, on a Python Chicks, etc., etc. Et les autres groupes qui sont LGBTQ comme Rainbow OSM ou avec nous, Wikimedia User Group pour les LGBT. Je pense que ce qu'on dit ici en termes de résistance, on le voit dans le reste de la communauté. Ce n'est pas nouveau. Je pense que je dois être transparent sur le fait que je sais que c'est le cas. J'ai aidé, j'ai soutenu les 100 pages quand ils ont eu beaucoup de critiques sur la Wikipédia en français après leur professionnalisation. Et je suis content de voir plusieurs personnes signataires comme Lucie dans cet appel. Je reconnais que c'est un problème qui est universel, donc de résister à la nouveauté et aux efforts de diversité. Et je pense qu'on doit toujours prendre part, mais je prends beaucoup de plaisir à savoir euh, les personnes qui sont anti-diversité font du bruit parce qu'ils savent qu'ils perdent. C'est ça ce qui est important. Je voulais juste, parce qu'il y a des questions sur la résistance, quand un affilié travaille sur les DEI, quelles sont les stratégies que vous pouvez utiliser pour euh, résoudre cette résistance? Il y a beaucoup de personnes qui ont l'expérience, mais j'aimerais savoir s'il y a d'autres personnes à part Lucie qui aimeraient parler de ça. Je pense que Kira a levé sa main. Peut-être qu'elle voulait parler de son expérience. Kira, c'est à toi. Non, j'avais une nouvelle question. Donc, j'aimerais laisser l'espace si quelqu'un a une question. Donc, j'aimerais partager son expérience avec nous. Merci, Kira. Marty, si tu peux reposer la question. Oui, les questions de Constant et d'Owen et que des fois, il y a de la résistance, par exemple, des personnes qui sont restées pour longtemps comme des leaders ou des volontaires qui résistent au changement des DEI. Et donc, la question était, comment on voit cette résistance et quelles sont les stratégies qu'on utilise pour nous engager à répondre à cette résistance? Je voulais savoir s'il y a quelqu'un à part Lucie qui a une réponse ou une expérience à partager. Si quelqu'un peut partager sur cela. Delphine, tu as levé ta main? Oui, je pense qu'il y a quelque chose qui est difficile dans cette conversation et le manque de savoir qu'il existe la conversation dans l'environnement, les personnes ne le savent pas. Par exemple, on a cette conversation ici et il y a des personnes qui ont besoin d'entendre, de connaître ces informations. Je pense qu'une des choses d'essayer à faire est de voir quelle est la résistance. Est-ce que c'est une résistance passive parce que la personne ne comprenne pas et ne parle pas pour savoir que c'est quelque chose d'important? Ou est-ce que c'est une résistance active? Non, on ne veut pas ça. Et sur Wikimedia, mon expérience est que la plupart, c'est la première. C'est juste des personnes passives qui ignorent et ils se disent que ce n'est pas la priorité maintenant. Bien sûr, il y a la résistance active aussi. Donc, une des choses qui est intéressante à penser, et c'est comment on passe
Donc, pour les personnes qui n'ont pas entendu ça, qui ont un filtre, je n'ai pas de réponse à cela, mais je pense que c'est une façon intéressante d'y penser, de savoir comment approcher pour que vous soyez entendu, premièrement. Parce que je pense qu'un des grands problèmes est de commencer la conversation. Et quand vous êtes prêt, de savoir, oh, voilà, il y a un problème, comment on approche le problème. Peut-être on commence au niveau basique. Comment la non-diversité nous bloque d'avoir une bonne encyclopédie. Et peut-être qu'on pourra adresser cela comme mouvement et penser plus au fait que s'il n'y a pas de diversité, on n'aura pas toutes les connaissances du monde. Ça peut être un premier point. Et après, on construit étape par étape pour aller aux instances, aux endroits où le pouvoir est gardé et pas partagé. C'est l'angle intéressant. Merci, Delphine. Quand tu dis que je voulais juste partager une parole de Anasya Gupta qui disait que la diversité sont les meilleures lentilles pour comprendre la connaissance. Elle dira que la connaissance est comprise de différentes façons, de différents contextes. Ce n'est pas juste, c'est aussi l'interprétation qui est impliquée. Donc, j'apprécie beaucoup que tu aies ramené ce point. S'il n'y a pas d'autres mains, je pense que je vais te passer la parole encore une fois, Kira, pour ta question. Merci. Je regardais sur YouTube. Je n'étais pas sur Zoom au début, mais en construisant sur ce que Delphine a dit, donc ce que j'ai aimé dans le travail de Wikimedia UK est qu'il s'engage dans ce travail DEI et que c'est important comme organisation. Et c'est une organisation qui est générale, ce n'est pas comme Whose Knowledge ou Art and Feminism. C'est un affilié Wiki qui travaille spécifiquement avec ces communautés, ont ces engagements. Mais c'est important de voir Lucie qui dirige le groupe Wikimedia UK qui fait ce travail parce que pour ce que Delphine a dit, ça aide donc à forger ces conversations, à centraliser le travail d'EI n'est pas juste quelque chose pour les groupes qui travaillent sur cela, mais c'est quelque chose que, comme mouvement, on devra travailler et nous engager pour avoir la diversité de représentation. Donc, c'est très, très important. La question que j'ai, comment on l'appelle, sur le EasyBoard Retro, pour toi, Lucie, et c'est super d'écouter les voyages que vous avez eus, mais quel type d'introduction vous faites aux nouveaux membres pour savoir que tout le monde opère de la même page ou que tout le monde travaille au sein du même cadre? C'est une bonne question. Alors, pour les membres du conseil et pour les employés, on a un processus. Et pour les employés, c'est le manager. C'est souvent moi, mais c'est pas toujours moi. Mais au niveau du conseil, on a des réunions et les nouveaux membres du conseil rencontrent beaucoup de personnes qui lui expliqueront cela. Donc, pour commencer, je pense que le processus commence avant que la personne rejoigne le conseil. Donc, on aimerait savoir si c'est quelqu'un sur lequel on a voté ou qui a été coopté. Donc, bien sûr, il faut que la personne comprenne cet engagement
Pour les personnes qui sont nommées ou cooptées, il y a un processus d'entretien et on pose des questions qui sont liées à leur compréhension à cet engagement et leur expérience au niveau des DEI. Et j'étais dans des entretiens où les personnes manquaient de compétences pour s'engager sur ce point et qui n'ont pas été prises. Et pour les personnes qui sont élues, elles doivent écrire une déclaration de 3 paragraphes. Et pour cela, on aura au moins, on saura qu'elles comprennent que c'est un moteur stratégique pour Wikimedia UK. Donc, aussi, les DEI ou le cadre DEI sera un document clé que je partagerai avec eux. Et bien sûr, je parlerai spécifiquement sur ces points, peut-être poser des questions, avoir une discussion sur les aspects, les implications. Et je ferai cela avec les membres du conseil d'administration et avec les employés. Ayant dit tout cela, on a le contexte théorique, mais les personnes le vivent quand elles seront dans une réunion du conseil, en voyant peut-être la dernière enquête des employés ou en revoyant le cadre qu'on fait annuellement, ou peut-être en voyant les activités qui ont été livrées sur l'équité de la connaissance et tout ce qui est stratégique, en ayant bien sûr l'équité de connaissances. Et ce rapport est produit par Daria, ma collègue, qui est la responsable de l'équipe des programmes, qui travaille sur notre stratégie et les objectifs sur les DEI. Donc, cette introduction et les conversations font partie de cela, mais aussi faire partie dans la discussion avec le conseil d'administration. C'est important pour le rapport. Est-ce que ça aide? Est-ce que ça répond à la question? Ben, je pense on peut faire même plus, pour être honnête. J'ai aussi revu la formation pour les membres du conseil. Donc, la formation qu'ils sont encouragés à faire, des points en particulier qu'ils peuvent consulter. Et ce qu'on va bientôt faire aussi, c'est une évaluation du conseil, avec le conseil. Et bien sûr, tout ça sur l'équité, l'inclusivité fera partie de cette examination. As-tu, Kira, une question de suivi? Non, 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 ça m'a beaucoup aidé. Et je dis à Lucie, on peut tous faire plus, mais je pense que le défi de ce travail le rend encore plus excitant. Je voulais aussi voir si on a tous des expériences, donc si quelqu'un veut partager quelque chose sur ce sujet pour orienter ou pour introduire les personnes, ce serait aussi important. Nada, est-ce que tu as levé ta main pour poser une question? Parce que je vois pas les mains. Oui, oui. J'aimerais demander si avoir des formations sur le leadership, spécifiquement au niveau de la diversité, équité et inclusion. Est-ce que avoir ces formations obligatoires pour les leaders, est-ce que ça va aider ce processus et est-ce que ça va accroître la diversité chez les affiliés ou est-ce que ces formations sont, est-ce que si elles sont facultatives, est-ce que ça sera suffisant? Ou même, première question, peut-être, est-ce qu'on a besoin de formation? Moi, je sens que cette question serait intéressante pour beaucoup de personnes et de groupes dans cet appel-là. Ce que je dirais,
Donc, je pense qu'une formation serait appropriée pour le conseil d'administration et pour les employés pour voir les différentes options. Je pense qu'une des conversations les plus intéressantes pour moi, le pouvoir, les dynamiques de pouvoir, en particulier pour les membres du conseil d'administration. Je pense que sur Wikimedia UK, on explore, on veut peut-être l'avoir obligatoire, peut-être comme partie d'introduction et qu'on fasse aussi périodiquement. J'ajouterais aussi que des formations sur la diversité dans le Royaume-Uni sont très chères. Et je pense que le consultant avec laquelle on a travaillé pour quelques jours avait donné plus de pouvoir qu'avoir une formation de quelqu'un qui ne connaîtrait pas et ne connaîtrait pas notre contexte. Mais bien sûr, on y pense d'une façon collaborative pour les employés et pour le conseil. On commence à arriver à la fin du temps qu'on avait ensemble. Donc peut-être, si vous avez des dernières annonces, Jessica ou Siley. I think there's just one more hand Je up. I pense see. qu'on a une main d'Aboubacar And then we can close. et après on terminera. Vas-y, Aboubacar. Alors, bonsoir à tous. Merci pour cette discussion intéressante pour la communauté. Et juste vers la fin, tout de suite, quand elle a parlé du budget qu'il faut pour la formation aux leaders dans certains groupes, parce qu'il faut savoir que tous les user groups n'ont pas les mêmes responsables. Il y a des responsables d'user group qui sont simplement des amoureux de la technologie, qui ont besoin de formation. Et s'il faut aider les autres communautés à développer leur leadership et partir vers l'équité plus générale au niveau mondial, je l'ai défendu et j'aimerais le partager avec vous ici, c'est de voir dans quelle mesure que les grands groupes, ceux qui ont de l'expérience dans la gestion des users, pourront aider les petits groupes entre guillemets en quelque sorte. Ceux qui ont de l'expérience pourraient venir en aide à ceux qui n'ont pas trop d'expérience. Ça ne ferait pas trop de frais si c'est entre nous, les user groups. Je pense par exemple au groupe d'utilisateurs du Nigeria qui pourraient soutenir des groupes émergents dans nos pays, ou bien des user groups du Sud-Afrique qui pourraient venir en aide à d'autres groupes d'utilisateurs qui sont nés il y a 2-3 ans. Voilà un peu ce que je voulais partager sur ce point, surtout quand il s'agit du budget. Parce que si il faut recruter un externe, ça peut coûter très cher. Or, ceux qui sont dans les user groups ne sont pas salariés. Imaginez maintenant prendre un sou, donner à un externe qui viendra vous former. Si c'est quelqu'un de l'intérieur, ça pourrait faire mieux. Voilà. Yeah, thank you. I mean, I think you raise an incredible. Merci. Je pense que tu as mentionné un point très important sur les ressources au niveau donc du mouvement. Donc, je suis dans une position de privilège comme directrice exécutive de l'un des affiliés et qui reçoit beaucoup de fonds de la fondation Wikimedia. Et bien sûr, on est content de cela. Donc, je dirais que on sent ce sens de responsabilité et d'obligation au niveau du mouvement et on réagit positivement aux demandes pour le soutien et qu'on puisse guider les autres affiliés. Et une des choses qu'on pourra faire est de faire mieux et d'être plus proactif sur ce que ça pourrait être. On a parlé avec l'AFCOM
sur quel soutien, quelles ressources, quel matériel, quelle formation Wikimedia UK pourrait donner sur la gouvernance pour les affiliés plus petits. Je pense qu'on pourra faire des choses. On ne peut pas avoir une conversation sur les DEI sans reconnaître qu'au sein du mouvement, quel que soit le contenu, dans la structure du mouvement, il faut avoir l'équité et que le Royaume-Uni reçoit un financement et on a aussi notre propre financement et on est un pays riche. Donc, j'aimerais juste reconnaître cela. Et je pense que mon équipe et moi répondrons toujours positivement quand on aura des demandes, mais on doit nous améliorer pour penser à comment l'expérience et les ressources, on pourrait partager cela plus largement. Merci beaucoup, Lucie. On est arrivé à la fin du temps, donc on doit terminer maintenant. J'aimerais juste souligner que le retroboard peut encore être un espace pour avoir les questions. Je vais mettre le lien. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours l'écrire sur le retroboard. On va travailler sur un post diff sur le blog pour partager ces informations. Et on va bien sûr revoir le retroboard. Donc, c'est important de le remplir. Et aussi, l'équipe DEI et mon équipe pensent encore aux façons sur lesquelles on pourra travailler pour avoir ces conversations. Ça ne sera pas la dernière discussion. J'aimerais aussi rappeler que ce que j'ai dit au début, si vous avez des choses à partager au niveau des DEI en relation avec les affiliés pour cet apprentissage entre pairs, vous pouvez parler avec Jessica. Vous n'avez pas besoin de vous engager, on peut juste penser avec vous. Il y a beaucoup de modèles, de façons de le faire, mais l'idée est d'apprendre entre nous-mêmes. Je voulais juste te dire merci, Lucie, pour le courage de venir et de partager. Aucun de nous n'est expert dans cela, mais c'est vraiment beau de te voir venir ici et partager avec nous ce que tu as appris, ce que vous avez appris au UK. Et merci beaucoup de nous avoir tous rejoints. On va bien sûr continuer avec les liens et aussi l'enregistrement YouTube et le post diff. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité, Marty. Merci à tout le monde. Merci à tous. Merci, Lucie. Je vais partager le mail de Let's Connect sur le chat. Comme ça, tous ceux qui veulent organiser leur clinique d'apprentissage, je veux le faire avec vous. S'il vous plaît, écrivez-nous, on le fera ensemble. Partagez votre connaissance. Jessica a une grande expertise sur les espaces d'apprentissage et sur la logistique, surtout. Donc, profitez de son expérience.